Vous êtes avec nous, Xavier Titelman. Une des nouvelles très importantes qu'on est en train de mesurer, c'est que la France va donner davantage d'avions. C'est en tout cas une hypothèse pour l'instant, va donner davantage d'avions en Ukraine. Qu'est-ce qu'on en sait selon vos informations, Xavier? Pour l'instant, pas grand-chose. C'est une déclaration de Koulieba, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui dit, dans une interview au Monde, la France a promis d'en donner 10, et en réalité, il va bientôt y avoir une annonce supplémentaire de la France qui va pas offrir 10 Mirage 2000, mais monter le volume à 20. Donc évidemment, on se pensait qu'il n'y en avait que 6 qui devaient être livrés, donc là, il y a confirmation qu'il y en a encore quelques-uns qui doivent arriver. Et la question maintenant se pose, d'où viennent ces avions, puisqu'on est sur un volume qui est très important. Les Ukrainiens, pour eux, c'est vraiment un coup très fort dans leur défense aérienne pour intercepter les missiles. Il faut imaginer, si on rajoute une dizaine de Mirages par jour, on peut intercepter 20 30 missiles par jour supplémentaires. C'est les chiffres qu'on m'a donnés sur place. Un avion intercepte entre 2 et 3 missiles et drones kamikazes chaque jour. Donc quand on intercepte 30 missiles de plus, c'est des vies sauvées, c'est des infrastructures protégées. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très utile et très attendu par les Ukrainiens. Expliquez-nous ce que ça représente exactement, Xavier Titelman. Vous connaissez tout ça à fond, vous avez en tête le parc aérien, tout ce qui vole en Ukraine et autour de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça représente pour l'instant, ce que donne la France, qu'elle pourrait donner en plus? Alors, les Ukrainiens, ils ont en gros entre 60 et 70 appareils des avions de chasse d'origine soviétique qui sont soit de leur parc, soit qui leur ont été transmis par des pays comme la Bulgarie ou la Pologne. À ça, il y aurait aujourd'hui entre 25 et 28 F-16 qui ont été transmis, et on pensait qu'il y avait 6 Mirage 2000 français. Donc, c'est-à-dire que les avions occidentaux modernes, ça représentait une petite trentaine d'appareils, qui sont les avions évidemment qui ont la plus grosse capacité. C'est notamment eux qui ont été capables d'intercepter en mode air-air, c'est-à-dire intercepter à très longue distance un Sukhoi 35, qui est le chasseur ultime de l'aviation russe. Et donc ces avions de chasse modernes, certes, ils savent faire du bombardement, etc., mais c'est aussi ceux qui peuvent reprendre la domination de l'air et qui peuvent empêcher aux Russes d'envoyer leurs avions pour balancer les bombes planantes qui font tant de mal aujourd'hui. Et les Ukrainiens commencent à envoyer leurs avions sur les premières lignes pour engager le feu sur des missions qui sont beaucoup plus dangereuses, qui ne se contentent plus de défendre l'espace aérien ukrainien contre les missiles, mais qui permettent vraiment de protéger la ligne de contact contre les bombes planantes. Donc ça, quand on en rajoute une dizaine, c'est-à-dire quand on fait tout d'un coup plus 30%, on passe de 30 à 40 avions occidentaux, évidemment, c'est une capacité opérationnelle qui est non négligeable, qui est très importante, et qui permettrait de porter le feu sur la totalité du front, et pas simplement avoir 3, 4, 5 avions qui peuvent ponctuellement aller sur 1000 km de front, c'est pas suffisant. Et deux questions là-dessus, Xavier Titelman, est-ce que les Français, tout bêtement, on les a en stock, ces Mirage 2000, est-ce qu'on peut les trouver? Et deuxièmement, est-ce que les Ukrainiens ont assez de pilotes pour pouvoir les conduire? Alors moi, à l'époque, il y a 2 ans, j'avais rencontré un pilote de ligne de la compagnie aérienne ukrainienne qui, logiquement, en tant que pilote de ligne, n'avait plus de travail sur les avions de ligne classiques Boeing. Et donc, il était en train d'être transformé pour devenir pilote et il devait être formé en France. Donc je ne sais pas s'il est devenu pilote sur Mirage, mais en réalité, les dizaines et centaines de pilotes de la compagnie aérienne nationale, aujourd'hui, on arrive au moment où ils sont en train d'arrêter d'aboutir à leur formation. C'est pas des pilotes qui étaient débutants, qui ont besoin de 2 ans et demi, 3 ans de formation. C'est des pilotes qui ont déjà une qualification de pilote civil, et donc le volume de pilotes disponibles, il doit être plus élevé maintenant que le nombre d'avions qu'on est capable de leur transmettre. Et alors ensuite, est-ce que l'armée de l'air française a suffisamment d'avions? Non. On n'en a pas suffisamment déjà pour être capable de défendre notre ciel et puis être massif face à une armée, une invasion russe et des missiles qui arriveraient par milliers et par milliers. Donc il y a plusieurs options. Soit ce sont les vieux Mirage 2000C qui ont été retirés il y a plus de 2 ans du parc de l'armée de l'air, et en 2 ans, peut-être qu'on a eu le temps de les remettre en état, de moderniser leur avionique pour les remettre en situation. La deuxième option qui a été discutée et qui a été négociée par exemple avec des pays comme la Grèce ou les Émirats, c'est très bien, vous achetez des Rafales, nous on reprend vos vieux Mirage 2000, et ces Mirage 2000, nous on les remet en état pour les donner à l'Ukraine. Donc ça, c'est la deuxième option. Et la troisième option, effectivement, c'est de prendre des avions du parc de l'armée de l'air française, sachant qu'en même temps, on a augmenté la production du Rafale. On était à 2 avions Rafale par mois, on est passé à 3. On a un objectif de passer d'ici 2 ans à 5 Rafales par mois. Donc peut-être qu'en fait, on se débarrasse plus vite de nos Mirage 2000 parce qu'on sait qu'on aura des Rafales qui vont arriver plus rapidement que prévu, même s'il n'y a pas d'annonce dans ce sens pour l'instant.
Guillaume, Michel. Oui, alors tout a été dit, d'un point de vue technique. Mais l'armée de terre, que dit l'armée de terre à cette... L'armée de terre dit bravo, mais non, mais c'est important aussi de donner un peu des signaux quand même, de prendre un peu des initiatives. Alors l'aide, en fait, elle continue, mais elle est invisible. Donc de temps en temps, il faut sortir quelque chose, montrer. Voilà, ben on continue à soutenir l'Ukraine, voire même on augmente encore l'aide. Accessoirement, on n'a pas forcément besoin des Américains, uniquement besoin à 100% des Américains, et notamment d'acheter américains pour aider les oui, ça c'est français, monsieur. Hein, ah oui, bien sûr, ça c'est français. Oui, bien sûr. Et donc voilà, et c'est pour positionner aussi la France. Donc alors, encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce officielle. Hein, il faut quand même le rappeler. Merci beaucoup Xavier. L'irritation que ça peut causer chez les Russes et cette espèce de moment nostalgique russe, peut-être de l'Union soviétique. Rappelez-vous l'image de Lavrov à Anchorage avec son t-shirt URSS, CCCP, je ne sais pas si on peut revoir. Voilà. Cette image, elle a fait couler évidemment beaucoup d'encre. Et vous imaginez, je sais pas, un diplomate allemand qui vient avec un t-shirt Troisième Reich à une réunion diplomatique. Je veux dire, l'URSS, vous savez combien c'est de morts ? C'est des millions de morts dans la répression, dans les goulags, l'Holodomor en Ukraine. Enfin, c'est ça l'URSS. Donc je veux bien que ce soit cool que ça se vende fait en coton organique et que ça se vende 110 € et que ce soit etc. Mais enfin, c'est quelque chose. Soyons honnêtes, cette différence existe aussi dans notre société. On a le droit de porter de la croix et la faucille et le marteau. On n'a pas le droit de porter la croix gammée. C'est pas la faucille et le marteau. On a même un parti avec la faucille et le marteau. On a même un parti, nous, avec la faucille et le marteau. Même aux États-Unis, ça communiste. Voilà. Ouais. Mais même aux États-Unis, ça a fait un peu un choc à certains conservateurs. Je pense à Ben Shapiro, qui est un podcasteur conservateur, pas connu pour être particulièrement gauchiste et pas particulièrement. Il est pro-ukrainien. Ben il est pro-ukrainien, mais là, il dit vous avez laissé sans moufter ça sur le territoire américain. Par contre, vous avez attaqué Zelensky. Il y a deux poids, deux mesures. Il faut expliquer. Et Lavrov a donné son explication. Et elle est tout à fait fascinante parce que c'est la première fois que je vois un officiel russe citer le mot fameux prêté à Poutine sur le regret de l'Union soviétique. Regardez, il a parlé à NBC, je crois. Oui. Lavrov, interview à NBC. Il en parle, c'est très intéressant. J'ouvre une petite parenthèse. Jamais sous Biden, vous imaginez Lavrov. Oui. Je veux dire, NBC, c'est des millions d'Américains auxquels il est exposé. Il parle très bien anglais. Il a un rapport avec la présentatrice, parce que c'est pas la première fois. Il va régulièrement chez elle. C'est pas une chaîne conservatrice. NBC, donc c'est très intéressant. Donc il y a une espèce de, j'allais dire presque banalisation de sa présence dans les foyers américains. Lavrov vous parle. Et on lui pose la question, la Russie souhaite-t-elle restaurer l'URSS sur la base évidemment de ce qu'on a vu, ce t-shirt URSS? Non. Nous sommes nés en Union soviétique. Vladimir Poutine l'a dit. Ceux qui ne regrettent pas ce qui s'est arrivé à l'URSS n'ont pas de cœur. Ceux qui veulent restaurer l'URSS n'ont pas de cerveau. C'est la fameuse formule, le fameux livre de Carrère sur Limonov, c'est la formule qui ouvre le livre. En réalité, il est en train de dire ça. Non pas une nostalgie pour restaurer l'Empire, mais la grandeur de ce qu'a été l'Empire soviétique. Oui, pas restaurer l'Union soviétique, mais peut-être restaurer l'Empire russe. Qui l'avait précédé, et notamment sur ces marches slaves. Non, oui, il y a un projet impérialiste, tout simplement. Alors, il n'y a plus, à la limite, l'Union soviétique pouvait avoir un contenu idéologique mobilisateur, ça pouvait plaire au monde entier. Ça pouvait une idéologie qui s'exportait, le communisme international, etc. Enfin bon, voilà. Là, maintenant, au point de vue idéologique, on est complètement à l'opposé quand même. La société russe d'aujourd'hui, elle est strictement opposée au communisme. On a une société la plus prédatrice, la plus inégalitaire, une des plus inégalitaires au monde, incontestablement, conservatrice à fond. Mais en revanche, oui, il y a toujours cette nostalgie de l'époque où la Russie, enfin là aussi c'est un peu ambigu parce que à l'époque de l'Union soviétique, vous aviez des nationalistes russes, par exemple comme Solzhenitsyn, qui disaient en gros l'URSS c'est un poids pour les Russes. En fait, nous portons tout le fardeau des autres républiques là, qui sont des parasites, etc. Et vivement l'indépendance de la Russie. Et d'ailleurs, le jour de la fête nationale russe, qui est le 12 juin, en fait, elle commémore le jour où Yeltsin a déclaré que la Russie était indépendante de l'URSS. Alors, c'est très compliqué peut-être de comprendre ça aujourd'hui, mais à l'époque, ça se comprenait. C'était vraiment l'éveil des peuples. Mais il y a aussi un autre indice qui est intéressant, c'est que pour les Russes, il n'y a pas juste
juste l'international. Il y a l'étranger lointain, donc nous, et l'étranger proche, qui sont tous les pays de l'ex-URSS. Ça aussi, ça en dit beaucoup sur la façon dont ils voient toute cette ancienne... tout cet ancien empire. Mais je pense que ce n'est pas que chez eux. Je pense que chez beaucoup de personnes, même des personnes qui aujourd'hui sont anti-russes, il y a une nostalgie. J'étais à un concert cet été en Lettonie. Il y avait des chanteurs de toutes les anciennes républiques soviétiques qui chantaient dans leur langue nationale de façon assez émouvante. À la fin de chaque chanson, les gens disaient « Slava Ukraini ». Certains avaient l'air un peu moins enthousiastes que d'autres. Mais c'était en fait un Eurovision presque, mais soviétique, mais volontaire, pas du tout dirigé par la Russie. Et donc cette nostalgie, elle existe, mais quand ça sort de la bouche de Lavrov, qui se pointe avec un t-shirt SSSR et qui, avec la Russie, qui fait la guerre pour restaurer son empire, eh bien, ça tombe très très mal. Bon, juste une explication bien plus prosaïque et décevante, malheureusement, c'est le t-shirt qu'il porte en arrivant à un sommet. Et Lavrov, c'est 53 ans, j'ai regardé, de carrière diplomatique. Il sait ce qui va se passer à ce sommet. En l'occurrence, rien. Parce que c'est lui qui l'a préparé le sommet. Et il se dit, OK, il faut quand même... Il y a les caméras du monde entier qui sont braquées sur ce machin. Il faut qu'ils aient quelque chose à se mettre sous la dent. Eh ben, je vais mettre mon plus beau pull URSS et vous allez voir, ils vont nous faire des séquences de 20 minutes sur Lavrov et arriver avec un t-shirt URSS et bingo, ça fonctionne. Parce que s'il fallait qu'on parle pendant 2 heures du sommet d'Anchorage, on serait bien en peine. Alors moi, je nuancerais un peu ce que dit Gallagher, parce que il s'est rien passé. Il s'est quand même passé un truc, c'est que Vladimir Poutine a été accueilli avec tous les honneurs dus à un très grand chef d'État, avec le tapis rouge, avec et donc c'était pour lui une victoire considérable. Et vous disiez que sur les plateaux, on sentait les gens un peu plus accommodants avec Poutine. Je pense que c'est une des conséquences de cette séquence, parce que effectivement, les gens disent, puisque Trump, l'homme le plus puissant du monde, veut faire affaire avec Poutine, on est bien obligé de se rallier. Après, qu'est-ce que Poutine et ses amis regrettent de l'Union soviétique? Sûrement pas le système économique. Ils n'auraient jamais pu s'enrichir comme ils l'ont fait, même s'il y avait de la corruption sous les communistes, avec l'ancien régime. Ce qu'ils regrettent, c'est le fait que leur pays était une puissance mondiale qui parlait d'égal à égal avec les États-Unis. Qu'est-ce que nous avons vu là, dans ce sommet? Nous avons vu exactement ceci. Et donc, le sous-titrage, à mon avis, du t-shirt, c'est comme dans les films muets, il y a du texte en bas. Le texte, c'est « Regardez, on est revenu comme au temps de l'Union soviétique. Nous comptons à nouveau autant que pouvaient compter les secrétaires généraux de l'URSS. Est-ce qu'il y a une inquiétude de ça? Rappelez-vous, après Napoléon qui était une aventure folle, qui a causé combien de morts? Combien de morts Napoléon a-t-il causé? Des centaines de milliers? Ça se compte en millions. Mais... Oui, en millions. Voilà. Donc là, Napoléon a causé peut-être 3 millions de morts. Pourquoi? Une défaite. Une France plus petite que quand il l'avait prise. Au bout du compte, oui. Donc formellement, c'est un désastre, c'est un très grand crime, mais il a été admiré infiniment. Encore aujourd'hui, je crois que c'est un des sujets, vous mettez Napoléon sur n'importe quel livre, c'est un des sujets qui fait le plus vendre. Pas forcément. Et il y a une admiration, pardon. Pas forcément chez les Anglais. Chez les Anglais, non, voilà. Ouais. Justement, la grande peur. En même temps, il y a quand même cette idée de magnifier l'ennemi pour rehausser encore la victoire, quoi. Mais... il y a plein d'adeptes de Napoléon. Churchill, il avait son petit Napoléon sur son bureau. Mais Napoléon n'est pas aimé en Angleterre. C'est la moindre des choses. Oui, c'est dire que quelqu'un est un Napoléon, c'est vraiment la pire des insultes. Est-ce qu'aujourd'hui, la grande crainte qu'ont eu tellement pendant tout le 19e siècle, que le Napoléon se réveille, est-ce qu'elle est aujourd'hui la même? C'est-à-dire, est-ce que pour les Russes, c'est un projet simplement d'arrondir leur marche, ou est-ce qu'ils peuvent être saisis de la même folie que Napoléon avait, c'est-à-dire d'aller bien au-delà? Mais je pense qu'ils sont dedans. Ils sont dedans. C'est-à-dire, c'est ce que vous avez expliqué, me semble-t-il, Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, qui vous dit qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point ils sont auto-intoxiqués à leur propre propagande. C'est-à-dire que ce réflexe, cette obsession obsidionale, qui ne date pas d'ailleurs de 2025 ni de 2022, qui est presque dans le sang de ce peuple et de ce pays, il est réel. Et donc, effectivement, cette crainte, il faut la voir pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle a comme conséquence. L'Ukraine en est une, et peut-être demain qu'elle pourrait avoir d'autres conséquences.